Alors, merci beaucoup de ces aimables paroles. Mesdames, Messieurs, il y a quelques années, l'organisateur d'une conférence m'avait dit que c'était toujours beaucoup plus facile d'accueillir comme intervenants des hommes que des femmes, parce qu'en général, les hommes étaient présomptueux et fats, donc ils acceptaient l'invitation, alors que les dames étaient plus rigoureuses et tendaient à décliner les invitations. Alors d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs d'avoir fait un panel aussi équilibré entre hommes et femmes, et je crains quant à moi d'être tombé dans la première catégorie, c'est-à-dire des hommes présomptueux. Mais vous le saurez à la fin de... Enfin, vous pourrez en juger à la fin de mon intervention. J'ai accepté de faire cette intervention donc, de manière peut-être un peu rapide. Et lorsque j'en parlais près de la machine à café auprès d'un de mes collègues de la Cour des comptes, Professeur Varron, qui est donc magistrat à temps partiel, si je puis dire, de la Cour des comptes, genevoise, il me dit, c'est pas difficile, tu leur parles de la gouvernance de l'hôpital cantonal. Mais si je vous parle maintenant de la gouvernance des hôpitaux universitaires de Genève, mesdames, messieurs, c'est un peu comme Émilie à Paris. On va commencer à 10h ou à 10h30, et puis à 15h, on sera à la saison 3 sur les 6, et on n'aura pas beaucoup avancé. Donc, j'ai décidé de faire comme tous les étudiants. J'ai repris, en fait, le thème de la conférence d'aujourd'hui, et je suis resté les mains dans le dos pendant 1 heure en me disant tu lis bien la question avant de te précipiter sur une feuille de papier, raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a pas de PowerPoint. Et j'ai été frappé de l'utilisation de ces termes bien communs, les fins, la poursuite des fins, la poursuite de l'intérêt général, etc., qui renvoient de manière indiscutable à des notions éthiques. Donc, je vais tenter, dans les 30 minutes qui suivent, de développer devant vous une intervention en 3 parties. D'abord, j'aimerais utiliser ou voir piller les travaux de 2 philosophes qui ont parlé d'éthique, de confronter en fait les notions qu'on peut tirer de leurs œuvres avec une pratique quotidienne dans une Cour des comptes, et puis d'essayer dans un 3e temps, tout à fait modestement, d'esquisser quelques solutions. Alors, quand les auditeurs ne savent plus que dire, en général, ils parlent de pistes de réflexion. Comme ça, ça laisse à l'audité la liberté de rien en faire. Je vais essayer d'être un peu plus concret. Alors, il y a une chose qui est frappante avec la notion d'éthique, c'est que c'est un mot qui est devenu une sorte de tarte à la crème du discours. Tapez éthique sur Internet et vous verrez toutes sortes de choses curieuses. J'ai trouvé le chocolat éthique, par exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire, sur un site d'Outre-Jura, vous m'excuserez de ce moment de gaudriole, j'ai trouvé des sous-vêtements éthiques. Et alors, le maximum, je pense que c'est la dernière livraison de la brochure qui lit régulièrement l'ONU, enfin l'ensemble des organisations qui appartiennent au spectre de l'ONU, et ça s'appelle UN Ethics Guiding Lights. Voilà, donc, peut-être pas très modeste, mais enfin, bon, il parle aussi d'éthique. Et puis, vous savez tous, en tout cas ceux qui ont la certification correspondante, que tous ceux qui ont le CIA doivent maintenant, chaque année, suivre des cours en matière d'éthique. Donc, ce n'est pas du tout mon propos ce matin de critiquer les efforts ainsi consentis pour arriver à des conditions standards acceptables dans les relations interhumaines ou de l'environnement d'une société à un moment donné. Ce que je crains, c'est que cette utilisation à tout va du mot éthique, et notamment dans le fonctionnement des sociétés, ça se réduise en fait au contrôle de quelques points basiques comme des déclarations d'indépendance ou l'absence de lien d'intérêt. Alors c'est certes quelque chose qui est très important, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui épuise le sujet de l'éthique ou de la bonne gouvernance. Et ou bien alors on tombe dans l'excès inverse, c'est de penser que tout conflit ou toute atteinte à une bonne gouvernance est forcément l'objet du droit pénal et qu'il convient de punir. Donc j'ai essayé de repartir un peu, comme je l'ai dit en introduction, de l'origine en fait de la notion d'éthique, et je vais tout à fait modestement, et pour autant que je l'ai à peu près compris, partir avec vous d'Aristote et de l'éthique à Nicomaque. Alors Nicomaque, on sait pas très bien qui c'est soit
le père d'Aristote, il écrivait peut-être à son père, ou plus vraisemblablement son fils. Et puis si je pense que Aristote est toujours d'actualité pour nous et qu'il est toujours pertinent dans la discussion que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il a connu un certain nombre de relais, je dirais, au cours de l'histoire de la philosophie en Occident, même l'histoire occidentale. Hein. Il a été complètement repris par Thomas d'Aquin. Alors, Thomas d'Aquin, c'était une sorte de conseiller de la papauté. Alors, il est mort en fait dans un couvent un peu au nord de Naples. Et pourquoi il est mort là-bas? C'est parce que le pape l'a appelé pour une consultation. Alors, je ne sais pas s'il vendait ses consultations comme les juristes, mais pour l'appeler pour une consultation, dès qu'il était quelque part du côté de Naples, il est monté sur son âne ou son mulet, je ne sais pas, puis il s'est senti mal en chemin, et il est mort au nord de Naples, dans un couvent qu'on peut encore visiter d'ailleurs. Et on vous montre la pièce où apparemment il serait mort. Alors ça, je ne sais pas si c'est la vérité historique. Bon. Et puis, le deuxième, si vous voulez, moment philosophique qui me semble important quand on parle d'éthique, c'est les travaux d'un philosophe allemand qui s'appelle Hans Jonas et sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Ce qui me semble fondamental dans la compréhension de ce mot, tel qu'en tout cas on le comprend en Occident, c'est que la démarche éthique, pour Aristote, c'est toujours une démarche concrète vers quelque chose qu'on peut considérer comme un bien. En tout cas, c'est comme ça que c'est traduit. Et peut-être qu'on dirait maintenant une fin, je ne sais pas. Les fins, le bien vers lequel tend la médecine, ou la fin vers laquelle tend la médecine, c'est la santé. Celui de la stratégie, c'est la victoire. Celui de l'économie, c'est la richesse. Et ce qui est intéressant là-dedans à voir, c'est qu'il n'y a pas de jugement moral. En fait, on pourrait penser que il n'y a pas d'éthique de la stratégie. Oui, il y a une éthique de la stratégie, c'est la victoire de la cité qui est concernée. Une éthique de la médecine, c'est la santé, etc. Et puis, Aristote, il continue en disant, mais ça, ce sont différents biens vers lesquels les hommes tentent. Et puis, il y a un souverain bien qui est le gouvernement de la cité. Et ça, c'est l'objet du politique, c'est-à-dire d'arriver à ce que la cité elle-même soit heureuse, ou que la nation soit heureuse. Et c'est à cela que l'éthique de chacun devrait concourir. Alors, c'est finalement intéressant parce que, comme je dis, c'est débarrassé de tout jugement moral. Hein. Si vous reprenez la guerre de Troie, on dit d'Hector qu'il a tué 30 000 soldats grecs. Je ne sais pas si c'est vrai, avant d'être lui-même tué par Achille, qui était tué par Paris. Mais pour Aristote, chacun, en fait, a tendu avec succès vers sa fin, et donc il y a eu un comportement qui le qualifierait d'éthique. Je pense que le problème principal de l'apport d'Aristote dans la réflexion contemporaine, c'est qu'il vivait en fait dans une société qui était, d'un point de vue technique, largement statique. Hein. Comme j'ai dit, Hector, il a pu passer, en tout cas c'est comme ça dans les récits, 30 000 soldats au fil de l'épée. Ça ne mettait pas en danger l'humanité en tant que telle. Et ça s'est resté comme ça pendant un certain nombre de siècles, jusqu'à ce que, justement, Hans Jonas nous dise, mais en fait, les conditions dans lesquelles Aristote a écrit, elles ne sont plus valables maintenant, parce que nous vivons une société qui a connu de tels progrès qu'il faut renverser, j'ai envie de dire, la table aristotélicienne, et puis il faut se poser la question autrement, c'est-à-dire qu'il y a une seule éthique qui est soutenable, c'est celle de la responsabilité. Et là, vous me voyez gentiment revenir quand même vers le sujet après cet excursus en Grèce. Je vous signale d'ailleurs qu'il paraît qu'on vient de retrouver les fondements ou les fondations du lycée où enseignait Aristote. Donc, Antinas s'est dit c'est plus tenable d'avoir une conception individuelle de ce qu'est l'éthique, mais il faut toujours avoir une conception en fait collective. C'est que la seule question à se poser, c'est est-ce que ce que je fais est valable pour le collectif? En fait, c'est la seule question éthique qui vaut la peine de se poser. Alors, c'est clair que Antinas, il met la barre très haut. Je pense, peut-être en raison de son histoire personnelle, Hans Jonas est un philosophe allemand qui fuit l'Allemagne pour des raisons évidentes en 1933, qui passe d'abord en Angleterre puis après aux États-Unis,
où il enseigne aux universités, où il est le collègue d'Hannah Arendt, ce qui évidemment donnait peut-être un peu de difficulté pour être tout à fait optimiste quant à l'avenir de l'humanité. Mais enfin, voilà, le fil conducteur de sa pensée, c'est cette idée qu'une éthique, on y répond par toujours en considérant le collectif. Il nous dit que ce n'est pas l'acte lui-même qui est important, contrairement à ce qu'aurait dit Aristote, mais c'est les conséquences de l'acte. Alors, pour ceux qui aiment bien les termes un peu compliqués, ce qui est intéressant chez Olna, c'est qu'il fait en quelque sorte, il réconcilie l'éthique et l'ontologie. Ce qui est l'être devient aussi le devoir-être, puisque l'écart au devoir-être menace l'être. Ces questions-là, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous dire « mais il me fait perdre mon temps avant le café ». Non, elles sont totalement actuelles. Et j'ai trouvé un article, par exemple, dans la NZZ le 28 octobre 2024, écrit par une professeure en sciences de la santé et de la technologie à l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle et qui nous dit, mais en fait, on sait faire des images extraordinaires, on sait avoir des machines qui reconnaissent une tumeur avant même que le médecin qui regarde la radio était capable de la voir, etc. Mais elle nous dit, mais elle se pose elle-même la question dans quel but. Et elle dit, mais en fait, tout progrès technologique devrait avoir un but, et le seul but possible, c'est le bien de la société. Alors, je ne sais pas si cette professeure a lu Jonas, elle ne le cite pas, ou si elle ne l'a pas lu, mais c'est intéressant de voir qu'elle se trouve sur un terrain tout à fait pratique, en fait, dans cette réflexion-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, dans une société complexe ou une société techniquement avancée, va servir encore le bien de la société. Et je pense que cette réflexion sur l'agir humain nous ramène directement vraiment à une éthique pratique du gouvernement des entités publiques. C'est-à-dire que se poser la question, en fait, à quoi l'entité publique sert-elle réellement et quel est en quelque sorte son sens. Alors, le problème que j'ai, c'est que de là où je suis, c'est-à-dire dans une cour des comptes, mais il y a un lourd passé de juge administratif et pénal, j'ai un peu tendance à considérer que ce qui est pathologique. Donc, après l'exposé de professeur Moustaki qui nous a dit comment ça doit fonctionner pour bien fonctionner, moi, je vais vous donner quelques exemples de dysfonctionnement, parce qu'après tout, c'est ce à quoi je suis confronté quotidiennement dans mon travail, en tout cas jusqu'au 31 décembre. Après, je ne m'occuperai plus que du fonctionnement de l'aspirateur et la machine à laver la vaisselle, donc ça devrait être plus simple. Je pense que cette notion de poursuite d'une fin, en fait, au sens aristotélicien, ou bien cette notion de responsabilité toujours collective, nous donne vraiment des clés de lecture des cas pathologiques qu'on peut rencontrer. Alors, comment je les ai rencontrés, ces cas? La Cour des comptes du canton de Genève, en fait, elle a 3 missions. C'est la révision des comptes de l'État, c'est des missions d'audit externe et puis de l'évaluation des politiques publiques. Donc, il y a des gens formés dans ces 3 domaines qui m'expliquent des choses très intéressantes, très, très intelligentes, et moi, je les reprends peut-être pas aussi bien qu'eux. Mais voilà, donc, en fait, on couvre quand même de manière assez large le champ de l'action publique, et c'est bien évident, et ce n'est pas une page de publicité, mais c'est bien évident que le fait que la Cour des comptes et la révision des comptes de l'État, par exemple, c'était un apport important parce que c'est quand même par le côté financier des choses qu'on s'aperçoit d'un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, je vais en fait esquisser devant vous un certain nombre d'anecdotes dont j'espère qu'elles ont du sens au-delà de l'anecdote elle-même, pour vous montrer en fait, de manière tout à fait pratique, en quoi la gouvernance d'une entité publique peut être perturbée et en quoi ces notions que je viens de rappeler peuvent être utiles. Donc, à mon sens, le premier exemple qui vient à l'esprit dans ce domaine-là, c'est bien évidemment tout ce qui est des écarts à ce qui est ressenti comme correct en matière de rémunération ou d'autres avantages. Je crois qu'il
faut appeler les choses par leur nom, c'est quand les gens se payent trop ou bien se font payer par l'entité publique des dépenses qui ne sont pas à la charge de l'entité publique. Alors, dans le canton de Genève, on a une spécialité pour des choses... tout ce que je vous dis est parfaitement public. Hein. Si vous allez lire nos rapports, vous les trouverez. Donc, je ne viole pas mon secret de fonction. Puis, arrivé à un âge avancé qui est le mien, je préférais ne pas faire l'objet d'une procédure pénale pour les 2 derniers mois qui me restent à bosser. Donc, comme je disais, dans le canton de Genève, on est quand même assez spécialiste, je crois, pour des choses qui sont assez curieuses. On a rencontré, par exemple, quelqu'un qui s'est fait rémunérer par le conseil un voyage à Marseille. Et quand je lui ai posé la question pourquoi il est allé à Marseille aux frais de l'entité en question, il m'a dit que c'était pour empêcher une grève. Vous dites, attends, j'ai bien compris. Oui, oui, c'est bon. C'est un monsieur genevois. Vous avez aussi, alors là, mais là c'était un élu, n'est-ce pas, qui confondait systématiquement dans les boîtes de nuit de la place sa propre carte de crédit avec celle de la ville de Genève, ce qui était un peu dans le sens où vous disiez parfaitement excusable, puisqu'il n'y a pas assez de lumière. Donc, pas non plus, disons, comprendre exactement ce qui se passait. Au-delà des frais remboursés, vous avez l'utilisation des ressources de l'entité, qui est aussi un grand classique. Je pense à une fondation de droit privé qui avait été créée de manière conjointe par le canton de Genève et la Confédération. Vous avez un directeur général qui fait faire des travaux chez lui par le personnel de la fondation. Puis vous dites, mes enfants, voilà, donc vous avez telle et telle personne qui sont venus installer votre cuisine et puis aménager le grenier. Puis il dit, oui, mais vous ne comprenez rien du tout. En général, l'auditeur ne comprend rien. C'était des services qu'on se rendait entre collègues. Alors vous lui posez la question suivante, mais quand êtes-vous allé chez un de vos subordonnés pour installer la cuisinière ou aménager le grenier? Alors là, grand silence, évidemment. Et puis vous avez aussi, de manière, je dirais, un peu plus subtile, c'est la confusion qu'on rencontre souvent dans les EMS entre, non pas auprès des patients, mais auprès des gens qui interviennent, entre le médecin répondant de l'institution et le médecin traitant des pensionnaires. Alors, je ne sais pas du tout comment vous résolvez ces questions-là dans d'autres collectivités publiques que le canton qui est au bout du lac, mais le fait est que chez nous, c'est vraiment un vrai sujet, parce que vous avez en fait, en quelque sorte, une clientèle captive qui est là, et auprès de laquelle vous intervenez, auprès de laquelle on n'explique pas toujours qu'elle a le choix de continuer à se faire soigner par son médecin traitant, et puis un médecin répondant, évidemment, qui augmente ainsi le cercle des personnes qu'il soigne. Donc, enfin, voilà, je pourrais continuer longtemps. Vous avez, ce qui est aussi, à mon sens, le symptôme d'une confusion dans les rôles, dans les membres d'un conseil de fondation ou d'un conseil d'administration. C'est les administrateurs, les membres du conseil de fondation qui font des travaux qui ne relèvent pas de... C'est-à-dire, au lieu de se consacrer à la direction générale, à la définition de la politique générale de l'institution, qui se mêlent de l'opérationnel, en se faisant bien évidemment payer cela comme des heures de travail à la charge de l'institution. Donc vous avez ce double problème qui est de l'accès indu à des ressources de l'entité, puis aussi ce danger qui est de bypasser, excusez-moi cette expression bien française, mais de doubler ou de contourner en quelque sorte l'administration d'une entité pour faire le travail et puis d'oublier quel est le rôle réel d'un conseil de fondation dans sa gouvernance. Alors, évidemment, vous allez me dire, bon, c'est relativement amusant de se raconter, mais ça ne met pas en péril l'institution elle-même. Et ça, j'en suis conscient. Il y a 2 soucis, je pense, dans ce genre de comportement. C'est, est-ce qu'au sens aristotélicien du terme, est-ce que le membre du conseil de fondation en question, il a vraiment réalisé les fins qu'il a dans ce rôle-là? Et puis, vous avez quand même toujours ce danger de saper la confiance que le public peut mettre dans l'institution lorsqu'elle apprend ce genre de choses. Évidemment, on pourrait avoir l'argument paradoxal de dire, vous n'avez qu'à pas publier vos rapports, et puis comme ça, on ne le saura pas, puis tout va très bien. Mais nous espérons quand même toujours que nos rapports ont des vertus pédagogiques. Dans un second groupe, je mettrai les faiblesses d'organisation
qui empêche en fait l'entité de réaliser son but. Et ça, je pense que c'est plus grave. Je pense à une entité, par exemple, subventionnée par le canton de Genève, qui était censée se vouer à la protection de la nature et qui dépense des sommes importantes pour des projets immobiliers à propos de parcelles qui, de toute façon, sont inconstructibles. Donc, vous dites là aussi, il y a quand même un léger souci. Pourquoi vous dépensez de l'argent pour prévoir des projets immobiliers, là, vous ne pouvez pas construire. En plus de ça, c'est assez drôle vu leur but. Vous avez aussi la mise à disposition de 2 villas à des membres de la direction de l'entité en question à des prix qui ne sont pas exactement ceux du marché genevois. Après, vous me direz, est-ce que les prix du marché genevois sont justes? Question qui nous renvoie d'ailleurs à la théorie du juste prix chez saint Thomas d'Aquin. Mais bon, ce n'était pas vraiment peut-être le sujet. Et puis, vous avez un troisième groupe qui, à mon sens, est celui de l'inadéquation entre les moyens et les buts. Et ça aussi, c'est une chose qui se rencontre souvent. C'est en fait une faiblesse de l'organisation. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans cette optique de Hans Jonas. Qu'est-ce que je fais par rapport au collectif? C'est-à-dire des organisations, par exemple, qui se livrent à une politique d'emprunt sans contrôle effectif et qui se mettent en danger elles-mêmes parce qu'en fait, simplement, elles ne sont pas conscientes de leur réel poids et elles ont une organisation qui est trop faible pour que la politique d'emprunt voulue par la direction générale soit contrôlée par le conseil de fondation, le conseil d'administration. Voilà. Donc, voilà, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on peut partir de comportements individuels qui sont erronés. On peut avoir sans mettre en danger l'institution elle-même. On peut avoir des situations dans lesquelles les mauvaises décisions font que l'institution s'affaiblit elle-même. Et puis, on peut avoir des situations complètement critiques où là, c'est carrément l'institution elle-même qui se met en danger du fait de sa mauvaise organisation ou du fait aussi de l'existence de conflits d'intérêts qui ne sont pas traités. Alors, maintenant, j'arrive à la troisième partie de ma brève intervention, c'est de se dire, mais en fait, quelles sont les réponses à cela en dehors de l'éthique? Alors, la première réponse, c'est souvent celle qui est dans la bouche des gens quand vous leur dites « mais ça ne va pas, vous voyez, on ne peut pas faire installer une cuisine ou un grenier par ses collaborateurs puis dire que tout va très bien ». Alors, les tiers vous disent « non, mais il faut dénoncer, il faut déposer une plainte pénale ». Alors, moi, et c'est un ancien juge pénal qui vous le dit, oui, il y a tout un arsenal de dispositions pénales qui permettraient peut-être, etc. Hein. Je rappelle qu'il y a une disposition comme l'article 322 sexies du Code pénal suisse qui permet de punir l'acceptation d'un avantage. Et vous avez eu un cas genevois sur lequel je ne veux pas revenir, mais qui est quand même assez célèbre. Vous avez, dans le domaine hospitalier, 2 personnes qui s'étaient arrangées, l'une étant le responsable, des comptabilités générales, et puis l'autre est un ami avocat, qui ont été condamnés pour escroquerie, c'est quand même assez fort, confirmé par le tribunal fédéral, parce que les tarifs que faisait l'avocat pour faire du recouvrement étaient tels que les tribunaux considéraient que c'était une escroquerie au détriment des hôpitaux, et donc la personne qui était à l'intérieur de l'hôpital était un complice. Et puis, vous pouvez d'autres dispositions qui protègent, qui permettent de réprimer le faux dans les titres ou bien dans l'exercice des fonctions publiques. Oui, il y a un arsenal légal assez important, et notamment cette question de l'acceptation d'un avantage où la jurisprudence n'est pas encore très fixée parce que c'est une disposition récente. De manière assez amusante, si vous lisez le message du Conseil fédéral à propos de ces dispositions, il dit que tout n'est pas punissable. Par exemple, le pasteur qui, au moment de prendre sa retraite, reçoit de ses ouailles une belle Bible, n'est pas punissable pour acceptation d'un avantage. Le pauvre gars, il a fait ça toute sa vie, on lui offre encore une Bible à la fin. Bon. Ni, plus fort encore, ni l'infirmière qui reçoit un bouquet de fleurs du patient quand il quitte l'hôpital. Ce n'est pas punissable, je vous rassure. Mais voilà, ce sont des dispositions assez vagues dont on pourrait penser qu'elles peuvent permettre de saisir un certain nombre de ces cas.
Moi, pour finir, je suis assez sceptique. Je suis sceptique parce que je vous ai donné 2 exemples, celui de l'hôpital puis celui de l'acceptation d'avantages, qui, c'est vrai, ça permet de poursuivre autre chose que des peccadilles. Il ne faut pas dire le droit pénal, ça fonctionne seulement lorsque quelqu'un est parti avec 3 briques ou 2 planches. On peut aussi traiter des gros cas. Mais d'abord, on intervient par définition que lorsque la catastrophe est arrivée. Et puis surtout, c'est un déploiement d'énergie pour la collectivité publique, pour l'État, qui rend la chose un peu, à mon sens, inefficace. Il faut le faire, mais ce n'est pas une réponse à ces problèmes de violation de règles éthiques dans une institution publique. La seconde voie, qui est très à la mode, c'est celle des chartes éthiques. On fait signer au collaborateur ou à la collaboratrice qui arrive une charte éthique. Alors, puis après, vous arrivez en tant qu'auditeur 5 ans après, puis vous dites, mais vous avez signé la charte. Alors, la réponse que vous obtenez toujours, et je pense que c'est une réponse honnête, c'est encore ça le pire, c'est de dire, oui, mais je suis arrivé, on m'a fait signer un truc pour l'usage du vestiaire, pour la clé qu'on me remettait, pour le badge machin, et puis j'ai signé aussi la charte. Et je pense que c'est vrai, c'est que ce genre d'exercice, il s'en éveille en général que de vagues souvenirs auprès des personnes concernées, et ça a pour finir qu'un impact très limité sur leur pratique professionnelle. Et puis souvent, les contenus, quand vous les comparez, les contenus sont aussi pour finir, assez décevants. Vous avez soit le décalogue, qui énonce des évidences, hein, tu ne tueras pas ton collègue de bureau, ou bien alors vous tombez dans des documents tellement longs et tellement détaillés que la collaboratrice et le collaborateur ou le collaborateur concerné va pas pouvoir l'utiliser comme un guide. Et je pense que ce biais, on va aussi le retrouver au niveau des conseils d'administration, des conseils de fondation. C'est ou trop abstrait ou trop détaillé. Alors, je pense que la démarche qui est, pour finir, là, à mon avis, dans ce domaine-là, la plus fertile, c'est vraiment de travailler, je suis conscient que je vais énoncer une banalité, mais bon, c'est de travailler avec les collaboratrices et les collaborateurs de manière tout à fait concrète sur ces notions d'éthique, mais aussi d'ailleurs avec les membres d'un conseil d'administration. C'est vraiment consacrer du temps, 1, 2, 3 séances, je ne sais pas, en fonction de l'importance de l'institution, de son nombre, etc., dire, ben voilà, on a un certain nombre de cartes, on les tourne, et puis pour vous, c'est problématique ou c'est pas problématique. Et c'est problématique ou c'est pas problématique en fonction de l'activité de votre entreprise publique. Hein. Ce qui me fascine aussi, c'est, toujours dans le cas du CIA, je ne l'ai pas, je vous rassure, donc je ne sais pas défendre le beefsteak, mais ils se donnent maintenant toutes sortes de cours où on prétend faire de l'éthique pour tout le monde. Mais l'éthique d'une entreprise de transport public, ce n'est pas la même chose que l'éthique d'un établissement hospitalier, toujours pour rester dans la sphère publique, ou ce n'est pas non plus la même chose que la fondation qui construit pour les organisations internationales. Donc vraiment, il me semble que sur la base que j'ai pu constater au cours de ces 12 dernières années, c'est par la participation de l'organe de direction, par la participation d'un conseil d'administration ou par la participation personnelle qu'on arrive à quelque chose d'efficace. Alors, mon titre était Gouvernance d'intérêt général, aussi peu que possible, mais autant que nécessaire. Je crois que vous comprenez par là que je suis sceptique sur le développement de trop de textes, que ce soit des textes légaux, que ce soit des textes réglementaires. En fait, on crée une sorte de brouillard normatif qu'on n'arrive plus à traverser. L'image n'est pas seulement due au fait que le canton de Genève, là, tous les jours, il y a du brouillard au mois de novembre, mais c'est vraiment ça. C'est que je pense que la densité normative, elle va à fin contraire, en fait. Il y a trop de choses, et puis plus personne ne comprend ce qu'il doit faire. Comme je l'ai dit, le droit pénal, c'est utile pour faire peur aux gens. Ce n'est pas vrai qu'on poursuit seulement les voleurs de pain. On en poursuit aussi d'autres, et ça marche aussi. À propos des voleurs de pain, n'allez pas voir Les Misérables, la comédie musicale qui tourne actuellement sur Romande. Je pense que le pauvre Victor Hugo, il se tourne dans sa tombe. Je suis aussi assez sceptique sur les démarches qui sont juste d'énonciation de principes généraux. Donc, je pense vraiment que
cette éthique, cette recherche du bien commun, qui doit nécessairement être collective dans nos sociétés complexes, ça peut être qu'une démarche pratique qui se fait dans les institutions concernées à partir de la vie quotidienne de ces institutions. J'ai compris que je devais... J'en suis vraiment à la dernière phrase de ma conclusion, je vous promets. Mais je peux prolonger, si vous voulez. Voilà. Donc, ce n'est pas un appel au peuple pour vous m'engager pour parler d'éthique, parce que je suis à la fin de mon mandat et à la fin de ma carrière professionnelle. Mais ce que j'ai appris au cours de ces 12 ans, c'est éloignez-vous de tout ce qui est trop théorique, consacrez du temps à réfléchir de manière pratique, à l'éthique et à la bonne gouvernance. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'éthique concerne aussi les recommandations théâtrales et les choses de ce genre. Non, mais c'était effrayant, je vous jure. Il fallait en parler. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Pécher? Pour briser la glace, moi je vais peut-être... ok, alors allez-y. Heureusement que vous êtes là, madame. C'est évident. Non, mais la question, c'est un peu là, c'était très intéressant, hein, très drôle. J'ai appris que selon Aristote, ce qu'il fallait, c'est arriver à ce que la cité soit heureuse, qu'on pousse ça dans un modèle collectif avec Hans Jonas. Maintenant, c'est quoi une cité heureuse? Parce que finalement, on peut parler de ça pendant longtemps, puis se dire, est-ce qu'on aura suivi les règles qu'il faut pour que ça fonctionne? Une cité heureuse aujourd'hui, en 2024, est-ce que c'est l'ensemble de la population d'un État qui est plus riche? Est-ce qu'elle est en meilleure santé? Ou c'est qu'elle se dit que peut-être que ce serait bien de faire en sorte de ne pas faire péter la planète dans les 20 prochaines années? Et puis dans ce cas-là, les moyens qui seront mis en œuvre, ce ne sera pas les mêmes. Donc qui décide finalement de ça? Alors, je crois que tous les éléments de réponse à votre question sont compris dans la question. Aristote, c'était pas un partisan de la démocratie tel qu'on la connaît nous, mais il aurait dit c'est les citoyens éclairés qui doivent discuter entre eux pour ce qu'ils veulent pour la cité. Alors, ça va bien historiquement dans les cités grecques d'organisation quand même relativement simple, avec beaucoup d'esclaves qui travaillent pour eux. Ça va un peu moins bien dans des sociétés complexes. Et c'est vrai aussi que tout le raisonnement que Hans Jonas fait sur cette dimension collective, lui, il met beaucoup l'accent sur le danger que constitue le progrès technique. Je pense, pour lui, un des éléments fondamentaux, c'est quand même les bombes atomiques, et de se dire, voilà, maintenant, à partir de là, on a changé d'air, parce qu'en une ère où on peut faire, comme vous le dites, péter la planète, etc. Après, entre les deux, alors, je vais vous donner une réponse de juriste, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de cette, comme vous avez quand on a parlé de Moustaki, c'est cette négociation pour arriver à trouver un équilibre entre des intérêts contradictoires. Je suis parfaitement conscient que je ne satisfais pas en disant cela, mais si on pense à des sociétés publiques, oui, alors dire à celle qui produit l'électricité, tu dois à la fois produire l'électricité et puis encourager les gens à l'économiser, c'est complètement contradictoire. Et je ne sais pas, je ne saurais pas comment gérer ça si j'étais le président du conseil d'administration de cette question. Grâce au siège, je ne le suis pas. Mais on est là-dedans parce que c'est une société complexe. Je pense que si Hans Jonas était toujours vivant, il vous dirait le but le plus important, c'est quand même de préserver la planète, donc d'économiser l'énergie. Donc il y aurait toujours ce pas de réflexion vers un bien collectif. Je ne sais pas si M. Ducrot est déjà là ou pas. Non, d'accord. Mais j'imagine que, contrairement à ce que font maintenant les CFF, c'est beaucoup d'argent avec leurs biens immobiliers. On pourrait dire, mais l'objet principal des CFF, c'est pas de vendre du terrain très cher, mais c'est de transporter des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on arrive quand même à hiérarchiser des intérêts, surtout lorsqu'il y a l'intérêt de la société prise en général ou l'intérêt d'une entreprise publique. Mais je suis d'accord que c'est une réponse partielle, et sans doute qui vous laissera songer. Pardon? Non, je ne sais pas. Mais voilà. Plus la société est complexe, plus il faut arriver à gérer des intérêts contradictoires, de la société en général. Et puis l'entreprise publique, c'est quand même des entreprises qui sont souvent confrontées elles-mêmes à des intérêts qui s'opposent, parce que du fait de l'intervention précisément de l'État dans leur fonctionnement, on rend la gouvernance plus complexe. Vous pensez aussi à toutes les institutions
en matière de maintien à domicile, par exemple, même si vous dites, comme c'est encore le cas de Genève, c'est open bar, de toute façon on va te financer, derrière on vient quand même lui dire, mais on te finance, mais il faut quand même que tu fasses en sorte de faire des économies. Puis comment tu fais des économies sans nuire à la qualité des soins donnés aux personnes âgées? Ben, c'est là que se trouve justement... c'est là que les Athéniens s'atteignirent, si je puis dire. C'est là que se trouve la difficulté dans la gestion quotidienne d'intérêts qui sont contradictoires. D'autres questions? Étienne? Non? Oui, premier élément, le titre m'avait presque choqué. J'avais l'impression qu'on y disait que l'intérêt général, le bien commun, c'était comme un virus, et puis qu'au fond, il fallait absolument un vaccin. Alors, la réponse ici, c'est évidemment dans la gouvernance, qu'est-ce qu'on doit faire. Martial Pasquier disait il faut adopter des règles, enfin si c'est un corpus de règles. Avec Guy Moussaki, on est plutôt dans le bon sens. Et puis, dans l'exposé qu'on vient d'entendre, on n'a pas vraiment de réponse, sauf que on dit en gros la charte éthique, non, c'est pas le bon vaccin, en gros. Ouais. Alors après sur le bien commun, moi je suis tout à fait d'accord, c'est multipolaire, et donc ce qui apparaît comme central avec les entreprises publiques, c'est qu'elles visent un intérêt public. Et puis qu'au fond, on a tendance à oublier les arbitrages. Avec notre collègue Knöpfel, on pourrait penser à la balance globale des intérêts, qui, au fond, ferait la synthèse de tout ça. En même temps, les entreprises publiques, elles ont généralement un intérêt public qu'elles vont privilégier par rapport à tout le reste. D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les agences spécialisées. Est-ce qu'on peut concilier la spécialisation avec la pesée globale d'intérêt? Vaste débat. Alors, je vais prendre un exemple, mais ce n'est pas parce que je considère que ce qui se passe au bout du lac est mieux qu'autre part. C'est juste parce que je connais un peu moins mal ce qui se passe là-bas. On prend une société qui a le monopole de l'électricité, qui a le monopole de l'eau et qui a le monopole du chauffage à distance. D'accord? Elle ne s'occupe pas des vignes, mais et des déchets. Exact. Cette société dit, ben moi, je vais faire du chauffage à distance, notamment grâce à l'incinération des déchets, et je m'arrête au droit de limite de votre propriété. Et puis, mais je vous dis quand même, vous voulez trouver une entreprise pour aller brancher sur vos radiateurs, une entreprise qui connaît bien la chose. Hein. Je peux vous conseiller Chauffage SA. OK? Puis on se découvre que Chauffage SA, en fait, c'est une filiale de l'entreprise publique qui amène la chaleur jusqu'à la limite de propriété. OK? Est-ce que le fait... Alors, le client, il dit super, la société en question, elle va avoir les contacts avec Chauffage SA. Moi, j'ai un seul partenaire dans la discussion quant à l'installation. La démarche individuelle, ce n'est pas de chercher à avoir une multitude de co-contractants pour rendre la chose plus compliquée. Le problème, c'est que vous avez l'entreprise publique qui a un monopole jusque-là, qui bouffe le marché, excusez-moi l'expression, mais on va bientôt avoir des croissants, qui mange le marché, c'est quand même mieux, de toute une série d'entreprises qui ont de la peine à exister, de ce fait-là. Est-ce qu'il y a encore un intérêt public à ce que le monopole aille jusque-là, jusqu'à la vanne du radiateur? Je ne suis pas persuadé, mais le problème, c'est que elle a son intérêt individuel d'entreprise à aller jusqu'au bout, seule. Hein, et elle a déjà fait il y a quelques années, il y a aussi un excellent rapport de la Cour des comptes dont je vous conseille la lecture pendant le week-end, sur la tarification de l'énergie, du chauffage, où on s'aperçoit qu'elle pratique des prix qui sont léonins.
D'accord? Alors, oui, elle remplit une politique publique qui est de faire du chauffage écologique, si je puis dire, mais elle le fait d'une manière telle qu'elle se comporte sur ce marché-là comme, j'ai envie de dire, le pire des acteurs privés. Quoi. Et qui est-ce qui la bride? Ouais, peut-être. Donc, oui, excusez-moi, je ne vais pas prendre... Non, parce que vraiment, on y sera encore à midi. Une dernière question encore. Si ça n'est pas le cas, je crois qu'on arrive au bout de cette présentation. Merci infiniment, M. Péchet. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci de votre attention.